Bonjour à tous, je suis Côme Ferrand-Cooper, je suis le directeur de l'association Hackerjoie. Un petit mot sur Hackerjoie. Hackerjoie, c'est un réseau, le réseau français du chant choral, euh, avec plusieurs milliers de membres qui travaillent de façon fédérée dans toute la France. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo explicative, peut-être pas un tutoriel, mais des idées qui vous aideront à vous orienter autour de la question de la gouvernance en ligne. C'est-à-dire, nous allons parler des assemblées virtuelles en ligne et du vote électronique. Je suis amené à faire cette vidéo parce que nous avons dû, un peu dans l'urgence liée à la crise sanitaire, mettre en place une assemblée générale en ligne avec un vote électronique sur moins d'un mois de temps, puisque la décision a été prise par notre CA le 7 mars pour une assemblée qui se tenait le 4 avril. Il a fallu faire très vite, reconfigurer pas mal de choses, et il m'a été demandé de partager un peu notre travail, réflexion autour de ce que nous avons fait. Donc, je vais tout de suite vous dire que je ne vais pas vous donner des clés qui vous permettront de faire directement exactement la même chose que nous, puisqu'il va s'agir évidemment pour chaque organisation de s'adapter à sa propre réalité. Mon idée était plutôt de vous indiquer des axes de réflexion qui vous permettront de trouver la bonne solution pour votre organisation, pour votre situation. C'est probablement ce qui sera le plus efficace. Peut-être un petit point de vue d'abord, qui est assez important. Le numérique, ça simplifie beaucoup de choses, mais il y a une courbe d'apprentissage, disons. Et donc, s'il s'agit de transférer quelque chose qu'on a l'habitude de faire classiquement en présentiel, typiquement une assemblée générale ou un vote, il faut naturellement s'attendre à ce qu'il y ait une phase d'apprentissage, à ce qu'il y ait des erreurs, enfin, il y a une dimension de risque. Ce qui en soi n'est pas un souci, il faut s'adapter aux outils, et ainsi de suite. Sauf que dans le cadre évidemment d'outils de gouvernance, comme le sont une assemblée générale ou un vote en ligne, on aura tendance à éviter les erreurs parce que ça a des incidences qui peuvent être assez embêtantes. Si votre vote en ligne ne fonctionne pas, il peut être remis en cause. S'il n'est pas sûr, il peut être remis en cause. Après, vous avez des conséquences légales et pratiques assez directes. Donc je voulais juste insister sur le fait que pour mettre en place ce type d'initiative, il faut se préparer à investir pas mal de temps, surtout si c'est la première fois que vous faites ce type d'approche. Donc il y a du boulot pour adapter, tester, partager, faire de la pédagogie, comme je vais l'expliquer par la suite. Voilà. Et je reviendrai là-dessus, mais c'est assez important, hein. Ce n'est pas des outils qui simplifient forcément la première fois. Une fois qu'on aura pris l'habitude de ces outils, on s'en sortira mieux. Voilà, c'était un petit préambule, mais je crois qu'il est important. Donc, aujourd'hui, on va traiter de deux éléments. On va traiter de la question de l'Assemblée générale en ligne, qui est un besoin de la vie associative, et puis du vote en ligne, qui lui est souvent corollaire, mais qui peut être, en un sens, qui pourrait être déconnecté. On pourrait imaginer des situations où le vote en ligne serait mis en œuvre en dehors d'une assemblée générale sur un point précis, pourquoi pas, ça dépendrait des statuts. Pour parler de l'Assemblée générale, je vais présenter des éléments de réflexion un peu généraux, un peu des axes ou des questions qu'il convient de se poser pour éviter peut-être quelques erreurs. Je vais aborder aussi quelques bonnes pratiques que je pense on a essayé de mettre en œuvre. Je vais les partager avec vous. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est un premier échange qu'on fait là. Et je vais insister sur l'aspect de la communication avec les membres, et en tout cas avec les gens qui doivent participer à l'Assemblée générale. Et là, c'est vraiment un point, je crois, crucial, très important dans beaucoup de nos structures. Sur la question du vote en ligne, on parlera des objectifs spécifiques d'un vote en ligne. Ils sont peut-être un peu différents d'un vote physique, il y a des aspects différents. Quelques éléments de réflexion, de la même façon, qui vous permettront de vous orienter par rapport à vos besoins, et puis quelques bonnes pratiques. Et puis évidemment, j'essaierai de vous montrer des exemples de ce que nous avons fait, des choix qu'on a fait dans un univers où beaucoup d'options s'ouvrent aux praticiens. Voilà. Donc, on va commencer sur la question de l'Assemblée générale. Des éléments de choix à prendre en considération. Donc évidemment, qui dit Assemblée générale en ligne dit passer par Internet, passer par un système de vidéoconférence, on peut l'imaginer, même s'il ne faut pas exclure la possibilité de faire de l'audioconférence ou de la conférence téléphonique. Donc évidemment, une question tout de suite qui s'impose, ça va être la taille de l'événement que vous cherchez à organiser.
De la même façon que si vous organisiez une conférence physique, il vous faut choisir la bonne taille de salle et s'assurer que ça fonctionne. Donc ça, le nombre de connexions attendues vont très vite vous donner des directions. Si vous êtes, disons, en ce qui nous concerne, on est une association chorale, une chorale qui a sa petite association, et l'Assemblée générale va rassembler, je ne sais pas, peut-être 60 membres. Ça se gérera différemment d'une association nationale qui aurait 7000 membres et qui s'attendrait peut-être à avoir 2000 qui se connecteraient, je ne sais pas. On va se poser des questions différentes. Il faut s'assurer probablement, et vous avez tous vécu des situations de vidéoconférence où ça parle un peu dans tous les sens, d'une possibilité de contrôler la prise de parole, d'une façon ou d'une autre. Donc pouvoir couper les micros, éjecter des squatteurs, des gens qui rentreraient de manière mal intentionnée dans une salle virtuelle, ça peut arriver, on peut l'imaginer, et ainsi de suite. Donc avoir une modalité de contrôle de l'événement. Pouvoir partager des documents éventuellement, c'est-à-dire faire un partage d'écran, comme je fais un peu ici, en partageant un simple PowerPoint, et ça peut être nécessaire, et c'est souvent très utile. C'est l'équivalent du vidéoprojecteur que vous installez pour votre assemblée physique. Là, pour se poser la question, quels sont vos besoins en termes de possibilités d'échange avec les membres et de questions orales ou non orales. Évidemment, très vite, il est compliqué de donner la parole à toute une salle virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a un effet de brouhaha, comment savoir qui veut parler, ainsi de suite. Donc il faut se poser la question très très concrètement, qu'est-ce qu'il va se passer le jour même, faire 2-3 tests et se dire ok, voilà jusqu'où on peut aller, et je vous montrerai un peu les choix que nous avons faits pour notre Assemblée Générale. Et finalement, la question de l'inscription, de la préinscription à cet événement est évidemment importante. Est-ce qu'il faut que les gens se préinscrivent? Est-ce qu'on les préinscrit? Quel est le degré de confidentialité de l'événement? Est-ce qu'on accepte qu'éventuellement un non-membre assiste à l'Assemblée Générale? Est-ce que l'Assemblée Générale est réservée à des représentants des membres? Voilà, toutes ces questions vont vous amener à étudier les différentes options qui sont sur le marché et vous décider sur une option ou une autre. Voilà. Je ne vais pas ici vous dire quoi utiliser, ce n'est pas la question. En vous appuyant un peu sur ces questions-là, il va vous falloir un peu rechercher, et les outils dont vous avez l'habitude, il va vous falloir rechercher la solution qui convient à votre situation. En ce qui nous concerne, on a décidé d'utiliser l'outil qu'on utilise régulièrement pour d'autres activités en ligne, qui est Zoom, vous connaissez peut-être, qui est un logiciel de vidéoconférence qui fonctionne pas trop mal. C'est un équivalent de Skype, si vous avez déjà utilisé Skype, par exemple. Mais nous savions que nous aurions plus de 100 personnes, c'est-à-dire qu'on allait dépasser la taille standard des réunions Zoom, d'une part. Donc, nombre de connexions attendues, on était au-delà de 100. On savait qu'on aurait besoin de contrôler quand même qui a la parole, parce que notre objectif était un peu en urgence de passer d'un événement physique qui dure en fait 2 journées. On a beaucoup de rendez-vous en supplément de l'Assemblée Générale proprement dite, et donc beaucoup d'échanges qui sont habituellement faits. Or là, on compressait tout ça dans une Assemblée Générale statutaire de 3 heures. Et on voulait vraiment contrôler, s'assurer que ça se passerait bien. C'était la première, et on voulait s'assurer que ça fonctionne bien. Donc on a décidé d'avoir une attitude un peu directive et de contrôler la parole. Et donc, on a pris le parti de passer en mode webinar. Alors un webinar, c'est comme un séminaire en ligne. La conséquence, c'est qu'il y a une séparation entre une scène, disons, donc des gens qui parlent, et puis des gens qui écoutent. Et les gens qui écoutent ne sont pas visibles en vidéo et voient ce qui se passe sur la scène, disons. Et voilà la spécificité. Donc on le traitait en mode webinaire. Il est donc possible d'utiliser d'autres logiciels de webinaire. On a utilisé cette option-là, mais vous pourrez regarder ce qui existe sur le marché et adapter à vos besoins. Concrètement, nous avions tout le conseil d'administration qui était en ligne, présent sur scène, capable de prendre la parole, de répondre aux questions, de présenter les rapports, donc de suivre l'ordre habituel de notre Assemblée Générale statutaire. C'est ce que nous avons fait. Et nous avions anticipé la façon de poser des questions, que les membres puissent interagir
Et on avait fait le choix d'utiliser les outils à disposition dans Zoom, d'une part, qui en mode webinaire sont d'une part un espace de conversation du type chat, donc les gens interagissaient, et d'autre part un système de questions-réponses qui est offert dans cet outil-là. Et donc chaque participant pouvait poser une question, les autres pouvaient voir ces questions, pouvaient éventuellement voter pour cette question, c'est-à-dire considérer qu'elle est intéressante, depuis la scène, nous nous efforcions d'y répondre du mieux qu'on a pu, et ça s'est pas trop mal passé. On a été un peu directif là aussi, on a défini un moment dans l'Assemblée générale où cette option était mise en place. Vous pouvez commencer à poser des questions après la présentation des rapports et ainsi de suite. Parce qu'on voulait s'assurer qu'on remplissait nos obligations statutaires correctement. Donc ça a été notre choix, un Zoom en mode webinaire. Alors, j'ai une petite photo, alors ça c'est un autre Zoom, vous savez à quoi ressemble un Zoom, mais c'est un peu ça. Voilà. Le deuxième outil, donc, je vous ai parlé de deux outils de communication. Le premier, c'était donc les questions-réponses officielles, et ça correspond à un membre qui, lors d'une assemblée générale, va lever la main, poser officiellement sa question et attendre une réponse officielle de la part du conseil d'administration qui est sur scène, ou de l'équipe, le directeur en l'occurrence, qui se situe sur scène. Mais il y a évidemment dans une assemblée générale physique d'autres dynamiques qui se mettent en jeu d'interaction, et les membres entre eux peuvent être amenés à discuter, plus ou moins discrètement, et on a profité de l'existence du chat pour les laisser faire ça, on trouve que c'est important, et donc sur le chat, ils pouvaient interagir et interagir entre eux, voilà. Et ça c'était aussi un outil intéressant. Depuis la scène on l'a pas trop regardé, et j'avais délégué des membres de l'équipe pour interagir à ce niveau-là, c'est-à-dire répondre à des questions factuelles s'ils ne se rappelaient plus du montant de la cotisation, des choses comme ça, pour réaiguiller des questions qui devraient être posées au CA directement, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui peut être utile que d'avoir des gens qui vous aident là-dessus. Voilà. Quelques bonnes pratiques, j'en ai déjà un peu parlé, de certaines, mais je vais revenir dessus parce que ça vaut toujours le coup de les rappeler. Pour les intervenants, les gens qui vont être vus pendant 3 heures par tout le monde, ça vaut le coup de rappeler des petites choses très simples. La question de l'éclairage, c'est bien d'avoir un éclairage de face, là vous ne le voyez pas, mais j'ai 2 ampoules là qui m'éclairent, ce qui fait que je ressemble peut-être pas une star de télé, mais en tout cas, vous me voyez. Voilà. Ça, c'est quand même très important d'éviter les effets de contre-jour. Ça rend la séance plus agréable. C'est jamais très facile de regarder pendant 3 heures des administrateurs parler, donc il faut penser à eux. De la même façon, la question du son, c'est jamais parfait dans cet environnement. Vous entendez, la pièce est sonore, donc essayez de trouver le meilleur son possible avec le matériel disponible, et ça veut dire faire quelques tests. Ça peut être le son du casque, de l'ordinateur directement, ou de la webcam si vous en avez une. Ne lésinez pas sur les séances d'entraînement avec les gens qui vont intervenir, c'est-à-dire le président, le trésorier, ainsi de suite. Faites un petit test de leur présentation, ça vaut le coup, ça permettra une certaine fluidité, et ça permet également de s'assurer du timing de l'événement, ce qui est aussi évidemment important. Et ça vaut le coup de rassembler les présentations en une seule pour simplifier le partage d'écran, puisqu'au final, vous allez faire un partage d'écran. Oui, ça c'est aussi un aspect qu'on a découvert avec l'outil que nous avons utilisé, avec Zoom. Il ne nous était pas possible, sur un équivalent de la scène, de faire un petit aparté avec son voisin pour savoir ce qu'on allait répondre à une question. Il fallait donc répondre, disons, au fil de l'eau, sans concertation, sur les questions. Donc c'est un sport un peu différent de ce qui peut se passer sur une scène, où il suffit de couper ou poser le micro, se mettre d'accord sur ce à quoi on va répondre et comment on y répond, et y répondre. Pensez à ça, vérifiez avec le système que vous allez utiliser quelles sont vos options d'interaction dans cette salle virtuelle, puisqu'on n'est pas ensemble par définition. Et comme j'évoquais tout à l'heure, finalement, prévoir des personnes pour gérer les interactions dans le chat, pour répondre aux petites questions, enfin pour voilà, assurer que la sauce prend bien, aider quelqu'un qui n'entend pas le son, ça c'est toujours utile. Pour les participants, enfin, que vous allez inviter probablement pour la première fois à assister à une assemblée générale en ligne, vous aurez, vous, dans une certaine mesure, eu le temps de vous entraîner, de vous poser des questions, de tester votre matériel.
il est vraiment important, je pense, et ça nous a vraiment aidé, d'organiser des séances d'essai. On a organisé 3 assemblées donc, numériques de tests. On a invité, qui le voulait, les membres, à venir nous rejoindre pour tester leur matériel, voir comment ça allait se passer. On leur réexpliquait tout ce que je viens de vous expliquer, le fonctionnement, en amont. Ils ont pu se familiariser avec les outils et les méthodes d'interaction. L'intérêt est double. Il est évidemment pour les participants eux-mêmes, qui du coup sont rassurés. Il est également pour l'organisateur, pour le CA, qui va devoir gérer, qui du coup est plus à l'aise le jour de l'événement officiel. Et enfin, il vous procure une forme de sécurité, c'est-à-dire il serait compliqué à un membre de venir dire je n'ai pas pu me connecter, c'est intolérable d'avoir fait une assemblée générale en ligne, je la considère comme invalide. Vous pourrez lui rétorquer, vous aviez eu 3 séances d'essai pour tester, faire vos remarques, faire remonter vos questions. Donc, excusez-moi, cher monsieur, mais ça ne va pas. Voilà, c'est vraiment un bon outil. On a beaucoup appris en le faisant, on a corrigé des idées préconçues qu'on avait sur la façon dont ça allait se passer, donc je recommande vraiment d'investir un peu de temps pour faire ça. J'avais évoqué dans l'introduction la question de la pédagogie, disons, avec les membres. Ça va un peu dans la continuité de ce que je viens de dire. Il est vraiment important de bien communiquer avec ses membres. C'est un nouvel outil pour tout le monde. C'est un outil d'un point de vue technologique, c'est un outil dans le mode d'interaction, à tout point de vue. Donc il faut vraiment être le plus pédagogue possible. Et ça vient aussi bousculer, comme je l'ai écrit là, un événement qui est un rituel de la vie associative, qui est un moment important où les gens se retrouvent souvent pour des associations nationales. Et donc ça vient un peu tout changer. Donc il faut vraiment accompagner, c'est vraiment ce qu'on s'est dit, le public. Dans notre cas, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les associations, une partie non négligeable des responsables des pôles régionaux sont des personnes, disons, qui sont des jeunes retraités ou des retraités, donc n'ont pas forcément une approche directe et évidente de l'aspect technologique. Il fallait donc évidemment les rassurer et être pédagogue. C'est ce qu'on a essayé de faire. Il faut penser à créer des documents le plus clairs possible sur les aspects techniques, comment ça va se passer, quels vont être leurs besoins en termes de technologie, sur les aspects politiques, quelle est la validité de cette assemblée en ligne, qu'est-ce qui va se passer, comment vont se passer les élections, et mettre évidemment toutes les ressources à disposition de manière numérique, assez clairement, que les documents statutaires, en un mot, soient en ligne. Donc nous, on prépare toujours un PDF qui est imprimé sur place d'habitude, en plus, mais là, on l'a vraiment répété à quel endroit ils pouvaient le télécharger. On leur a rappelé qu'il fallait qu'ils le téléchargent et le consultent avant, parce qu'ils auraient un peu moins de temps que dans une assemblée générale habituelle. Ça, c'était des choses importantes. Donc, un bon travail de documentation. Vous savez, vous recevez beaucoup d'emails, beaucoup d'informations, il y a des choses qui passent à la trappe, c'est comme ça. Donc on avait prévu plusieurs vagues d'informations calées sur ces fameuses séances d'essai. Et puis on a essayé d'adapter ce qu'on mettait dans ces communications, qui est un peu une nouveauté, sur les premiers retours. Nos premiers textes étaient peut-être trop compliqués, avec trop d'éléments séparés, et au fur et à mesure, on a essayé d'améliorer la communication. Donc chaque membre a reçu plusieurs communications, plusieurs invitations à s'inscrire à l'Assemblée Générale, et on a essayé de sonder un peu pour voir ce qui fonctionnait bien. Voilà. Si vous avez un sous-groupe qui est vraiment essentiel au fonctionnement de l'Assemblée Générale, et c'est par exemple notre cas, c'est pour ça que je le signale, on a un système avec des représentants des membres, donc c'est eux qui votent, donc il est quand même préférable qu'ils soient présents. On a regardé au fur et à mesure le niveau des inscriptions à ce fameux webinaire, qui est notre Assemblée Générale, et on a pu repérer quelques-uns qui ne s'étaient pas inscrits quelques jours avant l'Assemblée Générale, et là on est passé en mode relance téléphonique, pour s'assurer qu'ils allaient le faire, ou qu'ils ne souhaitaient pas le faire, enfin peu importe, mais en tout cas qu'on soit sûr que l'information soit bien passée. Ça c'était vraiment important. Donc voilà un peu pour l'Assemblée Générale. Donc en conclusion, pour nous ça s'est plutôt bien passé. On a normalement des assemblées avec une grosse centaine de représentants élus que l'on déplace, ça c'est le modèle classique. Et là on a eu 160 participants, donc en fait, disons 2 tiers de représentants élus qui devaient être là, et un gros tiers de membres qui habituellement ne seraient pas venus.
à l'Assemblée générale, qui était prévue à Sochaux, mais qui du coup ont décidé d'investir 3 heures de leur temps pour suivre les travaux de l'Assemblée générale, poser des questions, suivre les documents. Et là, on voit un effet d'innovation démocratique qui, je crois, assez intéressant, et en tout cas qui a vraiment eu un bon écho, disons. Ça s'est plutôt bien passé, on a réussi à gérer les questions comme faire se peut. Après, ça n'est pas la panacée. Tout le monde attend un vrai rendez-vous, de se retrouver, discuter, de vivre un peu tous les à côté d'une assemblée générale statutaire, qui est la partie finalement la moins riche en interaction de ce genre d'événement. Il nous a manqué le déjeuner, le concert, les ateliers du matin et du lendemain, enfin voilà. Mais ça viendra pour d'autres événements et dans les années qui viennent. Voilà un peu pour l'Assemblée générale. On va évoquer le vote en ligne. On va faire une petite pause hydratation. Je vais essayer de tenir en dessous de la demi-heure pour cette vidéo. Donc on va passer à la question du vote en ligne, qui est évidemment une question importante. Il y a bien souvent énormément dans toute Assemblée générale un vote sur des textes ou sur l'élection de personnes. Donc on a pu mettre en place un vote en ligne, je vais expliquer comment. D'abord, se rappeler un peu les objectifs du vote en ligne. Il faut s'assurer, et c'est l'objectif, que les membres aient confiance dans ce processus. C'est vraiment la base des processus démocratiques, que d'être organisé de telle façon que les membres aient confiance et se disent il n'y a pas de bourrage dur, il n'y a pas d'arnaque. Ça se passe, mon vote est pris en compte. Et donc il faut vraiment penser à des questions de transparence, de traçabilité, et puis de cohérence évidemment avec les statuts. Ça c'est une espèce d'évidence, mais ça vaut le coup de le rappeler. Donc il faut vraiment partir de vos statuts et adapter les outils en conséquence. J'ai travaillé dans une autre association européenne, l'Association européenne de chant choral, et on avait eu à organiser également un vote électronique, avec le même outil que je vais vous présenter tout à l'heure. Et il y avait dans les statuts une spécificité qui était pour les membres individuels de l'association, association qui représente surtout des organisations ou des chœurs, mais en tout cas pour les membres individuels, ils étaient regroupés par pays, c'est-à-dire que tous les membres individuels de France devaient exprimer une voix, et tous les membres individuels d'Estonie allaient représenter une voix, tous ensemble. Il fallait donc créer des sous-élections par pays, avec, dans un pays, je ne sais pas, 20 électeurs potentiels, et dans un autre pays, peut-être un seul membre qui représentait le même poids. Donc il y a parfois des spécificités des statuts qui donnent qui donnent à réfléchir sur les choix technologiques qui sont mis en place. On va partir du principe que vous avez des statuts relativement simples, voilà. Mais il faut vraiment bien lire ces statuts pour ça, c'est assez important dans le détail. Ok, les éléments de choix à prendre en considération, de la même façon que pour l'Assemblée générale, on a listé un peu des clés d'entrée et des questions à se poser. Évidemment, le système de vote doit être anonyme, on ne sait pas qui vote quoi, ça c'est un peu j'imagine dans la plupart des associations, c'est le cas. Il doit être sécurisé, on doit savoir qui vote. Si je suis électeur, je vote. Si je ne le suis pas, je ne dois pas pouvoir rentrer dans le système et exprimer un vote, sinon tout tombe à l'eau. Ça doit être auditable, on doit pouvoir vérifier d'une façon ou d'une autre que le vote a été correctement pris en compte. Une fois que j'ai voté, je veux m'assurer que mon vote a été pris en compte. Finalement, ça doit être, comme je le disais, adapté à vos statuts. La procédure de vote et l'interface de vote doivent être le plus explicite, claire et simple possible, et du coup être rassurante pour l'utilisateur, donc probablement exprimée dans sa langue maternelle. Vous allez voir que c'est une question. Il est aussi, de nos jours, très important que ce soit adaptable à un smartphone, à une tablette ou à un ordinateur, c'est un système qui fonctionne bien sur toutes ces interfaces, et le plus simple possible. Dans le cas d'école, on laissait les gens voter jusque pendant l'Assemblée générale, et donc bien souvent, certains suivaient sur Zoom, sur un ordinateur, l'Assemblée générale, et votaient en parallèle sur leur smartphone. C'était typiquement une situation avec un média mixte, disons. De mon point de vue, sont donc exclus certains systèmes auxquels on aurait tendance à penser comme ça assez facilement, mais qui ne remplissent pas en fait ces conditions, qui seraient par exemple l'utilisation de Google Forms,
qui ne garantirait pas l'anonymat, évidemment pas la sécurisation, ce serait très compliqué, ou se dire on va faire un doodle et poser une question et voir qui vote. De la même façon, c'est difficilement sécurisé, auditable. Un vote par email paraît compliqué, sauf à développer des choses un peu complexes. Des commentaires Facebook et tout ça, moi j'ai vu ça, des gens qui faisaient des espèces d'assemblées générales en live sur Facebook et les votes par commentaire. Je pense que c'est un peu limite, donc il est raisonnable d'essayer d'utiliser des plateformes spécifiques pour faire ça. On va revenir sur la question de la plateforme, je vais vous présenter ce qu'on a utilisé, mais il y en a d'autres. Quelques bonnes pratiques. Si vous avez un vote en ligne, il faut imaginer évidemment une campagne en ligne s'il y a des gens à élire, puisque dans une assemblée générale, il peut y avoir de la politique simplement qui se passe dans les heures précédant l'assemblée générale, dans des rencontres, le petit déjeuner, ainsi de suite. Il convient de s'assurer de l'égalité de traitement des candidats également. Donc nous avons fait le choix par exemple de faire l'envoi statutaire aux membres avec un document de présentation de chaque candidat, avec leur CV et leur motivation, mais également de leur demander une petite vidéo de 2 minutes que nous avons diffusée pendant l'Assemblée générale, ce qui les mettait sur un pied d'égalité et nous assurait que des problèmes de connexion éventuels n'auraient pas empêché un candidat de se présenter comme il le souhaite. Donc on a décidé plutôt d'avoir des vidéos préenregistrées, même s'ils étaient de fait tous sur scène virtuelle avec nous. Donc prévoir une campagne en ligne. Il faut, comme je le disais, être pédagogue et rassurant sur les aspects de vote, c'est important. Et là, très concrètement, la question de la sécurisation du vote et de la confiance passe, dans notre cas, par le fait que j'ai filmé la configuration du logiciel, je l'ai enregistré en même temps que je la faisais, et j'ai partagé ce document avec les membres s'ils souhaitaient le voir. Et donc, ils peuvent suivre comment on a configuré le logiciel, et je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. L'idée étant qu'ils aient une espèce de confiance suffisante dans le fonctionnement pour ne pas venir le contester par la suite. Dans le cadre de l'association européenne dont je parlais tout à l'heure, on avait été un peu plus loin, parce qu'on avait eu plus de temps pour anticiper, et j'avais constitué un groupe d'électeurs, c'est-à-dire de membres volontaires, pour superviser le travail et suivre les différentes étapes d'intégration du système. Et ils ont pu témoigner auprès des autres membres qu'on avait bien maîtrisé et respecté les contraintes d'une élection démocratique. Et donc ça permet d'éviter le soupçon éventuel de trafic, de traficotage des élections. Voilà un peu l'idée. Donc il faut être pédagogue et rassurant, ce qui peut aller jusqu'à un travail en commun avec des membres. Prévoir des documents, comme on le disait tout à l'heure, c'est la même chose sur les aspects techniques du vote, comment ça va se passer. Sur les aspects politiques, donc voilà à quoi ça correspond dans les statuts. Et puis les ressources à disposition, qui là encore une fois sont importantes si vous votez sur, disons, une motion. On a voté cette année sur une résolution spécifique, sur un point spécifique, qui était en dehors des rapports moraux. Et donc on a essayé de bien développer dans les documents mis à disposition un argumentaire, sachant qu'il était plus compliqué de le présenter à l'oral. On le présentait déjà une fois en amont sur papier. Aussi, se poser la question par rapport au vote, je ne vais pas signaler ici, mais c'est important, de la période du vote. Il est possible d'ouvrir un vote de telle heure à telle heure un certain jour, et nous avons fait le choix de l'ouvrir en fait à partir du lundi précédant l'Assemblée générale. Il y avait une semaine de temps de vote. Et du coup, on a eu, sur la base des documents que nous avions envoyés, que nous avions créés comme étant des documents le plus explicites et détaillés possible, déjà, je ne sais plus du quorum, en fait, plus de 60%, je crois, des électeurs qui s'étaient déjà exprimés avant même l'Assemblée générale. Les documents leur avaient suffi, et une grande partie de ces électeurs sont quand même venus à l'Assemblée générale. Donc ça permet, en ayant des documents bien clairs et un argumentaire bien clair dans les documents, d'avoir la certitude d'atteindre le quorum, même avant l'Assemblée générale. J'ai mis fournir une interface de test, ça c'est vraiment la clé, un peu comme les séances d'essai de l'Assemblée générale, laisser les électeurs tester le système en amont, les rassure, leur montre que c'est facile et que ça fonctionne. Donc en fait c'est une élection vide, hein, enfin, sans enjeu, en interface de test, et ça c'est vraiment utile.
Et de la même façon que pour la préparation de l'Assemblée générale, et ça vient dans les mêmes documents de communication, mais pour les personnes à qui cela correspond, des vagues d'informations qui s'adaptent et une relance téléphonique au bout du bout s'il est nécessaire de s'assurer que tout le monde a bien reçu. Voilà en un mot. Là j'ai fini cette présentation et je vais peut-être vous présenter du coup le système que nous avons utilisé. Donc on a utilisé un logiciel, un service en ligne concrètement, c'est un site internet qui s'appelle Election Runner et je vous donnerai dans les commentaires de la vidéo les liens. Un service en ligne qui permet de mettre en place des élections en ligne. Voilà. C'est un service payant à partir de 20 électeurs, quelque chose comme ça, mais c'est le moins cher que j'ai trouvé en termes de rapport qualité-prix qui correspondait aux usages dont nous avions besoin. C'est également celui que j'avais déjà mis en place au niveau européen, donc en fait j'ai été dessus parce que je savais l'utiliser, j'étais sûr qu'il marchait dans un temps limité, donc j'ai pas trop cherché ce qui existait sur le reste du marché parce que j'avais pas trop besoin, j'avais cette connaissance et la certitude qu'il fonctionnait bien. Son inconvénient majeur dans le cadre français, peut-être pour certains d'entre vous, c'est que l'interface de configuration n'est pas francophone mais anglophone, comme vous le voyez tout de suite. Donc ça peut être un souci pour certains, donc je vous laisse chercher par rapport à vos besoins les systèmes qui vous iront. Mais celui-ci est relativement raisonnable en termes de prix. Je le parcours très rapidement pour vous montrer ce qu'on peut y faire. Donc vous voyez là, vous avez une vue sur l'ensemble de votre élection. J'en ai configuré une pour s'amuser un peu. Je l'ai fait commencer en septembre 2020 et terminer bien plus tard, donc c'est une très longue élection. On peut la partir ou l'arrêter à la main si on veut. Ces réglages généraux, donc il y a des textes qui donnent son titre et puis une petite description de ce que c'est. Vous verrez où ça apparaît. Les dates dont on parlait tout à l'heure. Et là, ce sont des réglages assez importants. Ce type de système permet par exemple de faire des votes avec des pondérations. Vous pouvez avoir des électeurs qui ont plus de poids. Par exemple, ils représentent une fédération ou une autre association, ils auront 10 voix, alors qu'un individu n'aurait qu'une voix. Et ce système autorise à faire ce genre de choses. Autorise à avoir un reçu de vote, à confirmer le vote, ainsi de suite. Donc on peut configurer pas mal de choses différentes dans ces systèmes. Et encore une fois, il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. On peut changer les messages qui sont envoyés. Et de la même façon, les emails qui seront envoyés aux électeurs avant l'élection pour leur donner leur code de vote. Et je vais y venir tout à l'heure. Voilà. Les résultats n'existent pas pour l'instant. Ah oui, alors ça c'est quelque chose que j'aurais dû mettre, très important. Donc, typiquement, il faut se poser aussi la question de qui a accès à quel résultat quand. Et il me semble légitime, et je pense que c'est le cas dans tous les systèmes de vote, que les résultats ne soient accessibles qu'une fois le vote clôturé. Donc ça, c'est comme ça qu'on a travaillé, et donc cacher les résultats pendant l'élection. Donc même l'administrateur, moi en l'occurrence, ne peut pas voir qui a voté, où en sont les votes, où en est le vote pour monsieur Tartampion d'ici à la fin du vote. Donc ça garantit quand même la sincérité du vote. Voilà. Donc là, il est possible de faire des votes à la main, de rentrer le nom de monsieur Tartampion qui est candidat, mais aussi de madame Robert qui, elle, n'était pas candidate, mais on souhaiterait l'inscrire à la main. Bon, beaucoup de réglages sont possibles. On définit son bulletin de vote. Donc là, j'en ai fait un avec une élection de CA, avec des choix. Simple, et je vous montrerai un exemple de bulletin de vote tout à l'heure, et puis une validation d'un rapport, mais on peut rajouter des questions évidemment à la suite. Et pour chacun, on peut régler pas mal de choses. Donc, on peut mettre une petite bio, une longue description ici avec du texte, y attacher des documents, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses sur les... mettre une petite photo, on peut faire des documents assez sympas, mais à minima, il faut évidemment le nom des options, c'est-à-dire des candidats. On va faire ça, c'est intéressant à regarder quand même. Donc là, c'est une élection où on demande aux électeurs de voter pour un maximum de 3 options, c'est-à-dire de 3 candidats, et un minimum de 0. Il leur est possible de ne choisir personne, et ça va dépendre de vos statuts. Si vos statuts disent qu'à chaque élection, il vous faut élire, voter pour au minimum 2 personnes et au maximum pour 5, par exemple, vous pouvez régler ça ici. Vous mettez un titre à la question, et ainsi de suite, et vous pouvez rajouter, je crois, même des documents. Donc c'est assez pratique, on peut attacher un document. Par exemple, pour le rapport moral, on pourrait ici intégrer directement le PDF du rapport moral.
Cela permet à un membre qui se rend sur le site de vote de télécharger, consulter et se décider sur la base d'un document qui est officiellement lié au bulletin de vote. C'est une solution qui est pas mal. Voilà. Donc voilà, des candidats. J'ai mis 4 candidats pour 3 places. Et validation d'un rapport moral. Et j'ai mis comme option oui, non, abstention, en forçant au moins un vote. Après, vous définissez vos électeurs. Donc vous pouvez rajouter à la main ou faire un import à partir d'un fichier. Dans la plupart des systèmes, c'est possible. Donc vous exportez vos données depuis votre système de gestion des membres et vous les formatez comme il faut dans un fichier, vous réimportez là-dedans, on vérifie et c'est bon. Mais là, je les ai créés à la main. J'ai fait monsieur René R avec son identifiant, son mot de passe. J'ai mis mon email. Lui, il a un vote de 1, c'est-à-dire il a une voix. Et j'ai fait monsieur Paul P qui a un vote de 3. C'était juste pour montrer que c'était possible. Voilà. On va faire, si vous le voulez bien, on peut jeter un petit coup d'œil sur la tête que ça a. Une fois que ça marche, ça c'est les résultats, on regardera après. Donc voilà, hein, ça c'est le bulletin de vote qui correspond à l'élection qu'on vient de configurer en mode test. Donc je la passe. Voilà. Donc là on peut le faire en test. Et voilà ce qui se passe pour un électeur. Pour l'élection du CA, il doit choisir pour qui il veut voter. 1, 2, 3 ou 4. Ah non, 4 il n'a pas de droit. Nous avons défini le maximum d'options. Donc ça vérifie bien la cohérence du vote avec les contraintes qu'on impose au vote. Puis la validation du rapport moral, il doit choisir l'un des 3. Pour chacun des candidats, je reviens, il aura accès à un petit texte. Là j'ai juste mis mon texte, mais on peut mettre pas mal de texte. Nous avions mis la biographie et la lettre de motivation de chaque membre. Et puis on soumet le bulletin de vote, c'est assez simple. Oui, on va soumettre le bulletin de vote bien sûr, télécharger un reçu qui permettra de vérifier le cas échéant que le vote est bien pris en compte, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est un exemple hein, avec John Runner. Je vous le remets. Voilà. Non, alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les résultats. Donc une fois qu'on a clôturé le vote, qu'est-ce qu'il se passe? Évidemment, il faut dépouiller le vote. Vous avez tous dépouillé des enveloppes, fait des tableaux Excel ou sur papier pendant des heures. Parfois, comme lors de la dernière élection municipale, avec des gants en caoutchouc. Mais là, pas besoin de tout ça. On peut faire le dépouillement du vote en direct. C'est ce que nous avons fait. Simplement en clôturant l'élection. Et ça, ce sont les résultats de notre élection à nous. Donc, je vous les montre, hein, j'ai pas de souci, puisque c'est public. Attendez, il faut que j'aille au bon endroit. Là. Et les résultats sont disponibles sur l'interface de vote. Évidemment, donc on a vu le rapport moral a été voté de manière tout à fait majoritaire, le budget, ainsi de suite, tout ça s'est très bien passé, et on a eu des élections de nos administrateurs que nous devions élire également, sans souci. Et il y a une version à disposition du public, qu'on a ensuite transmis évidemment à nos membres, avec les résultats officiels, qui sont les mêmes qu'on retrouve depuis le site. Voilà. Et le nombre de voix pour chacun des administrateurs, 96, 96, 94, 86, et ainsi de suite. Donc ça permet quand même une certaine transparence du système. Voilà ce que je voulais montrer pour l'élection. Il faut que je me retrouve là, comme ça. Hop. Je ne suis pas là. Je suis là. Et donc voilà, on a vu donc rapidement ces aspects. Sur la question du vote, je voudrais aussi rajouter 2 petites choses. Ce qui est compliqué à faire dans ce type de système, de configuration, c'est-à-dire une assemblée générale plus un vote en ligne par une plateforme de vote en ligne comme ça, c'est les votes un peu impromptus. Un membre pose une question qui appelle à un positionnement de l'Assemblée générale, par exemple, ou une question est débattue au CA juste avant l'Assemblée générale et nécessite un positionnement de l'Assemblée générale, une motion surprise, enfin peu importe, ça dépend de vos statuts. Et là, c'est compliqué de configurer comme je viens de le faire et de s'assurer que ça fonctionne bien, une élection en ligne de ce type-là, de manière instantanée. Alors que dans une élection, il est possible de faire un vote à main levée ou peut-être même un vote papier en ayant prévu des bulletins adéquats, vierges, pour faire ce genre de choses. Là, c'est un petit peu plus compliqué, donc il faut aussi essayer d'anticiper ce genre de questions, et là, c'est un peu moins facile. Donc voilà. On a été amené, nous, pendant l'Assemblée générale, à faire ratifier la cooptation d'un membre du CA. On s'est rendu compte qu'il fallait le faire. Donc j'ai utilisé pour ça une fonction de sondage qu'il y avait dans Zoom, mais ça reste pas parfait.
C'était un peu un point de détail technique. On n'est pas, par exemple, totalement sûr que que ce ne sont que les représentants élus qui aient voté, parce que là, on ne peut pas contrôler, c'est tous les gens qui étaient présents. Mais bon, c'est l'équivalent d'un vote à main levée. Donc ça, c'est un peu la limitation du système. Voilà. Donc pour récapituler un peu en ce qui nous a concerné, on a fait une assemblée générale avec Zoom, un vote avec Election Runner, mais ce ne sont que deux systèmes possibles parmi d'autres, et je vous invite à mener votre propre travail d'investigation, de test et de configuration, puis d'information autour de vos besoins, en vous rappelant donc c'est un vrai investissement si c'est une innovation pour vous. Donc je ne voulais pas donner des clés, je ne voulais pas vous dire utilisez tel système ou tel autre. J'ai fait une recherche très rapide avant cette vidéo pour regarder ce qui existait sur le marché français et francophone, et je n'ai pas trouvé comme ça de l'abord un système de vote en ligne qui soit avec un prix raisonnable. J'ai vu des offres qui allaient jusqu'à 1000 euros par élection, des choses comme ça. Il est possible que ça existe, hein, donc je ne peux pas vous garantir. Dans le monde anglophone, on trouve quelques systèmes relativement bon marché, disons self-service et assez clean. Donc je n'ai pas de bonne piste à vous donner en dehors de celle que j'ai utilisée, donc ce retour d'expérience. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était un peu au-delà, 41 minutes, 10 minutes de plus que ce que j'avais prévu, mais c'était peut-être utile, en tout cas je l'espère, c'était notre objectif. Voilà. Je voulais vraiment vous remercier de votre attention. Vous pouvez nous contacter en allant chercher mon adresse sur coralie.org, qui est le site internet de l'association À Cœur Joie. Et voilà, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir.